Bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans cette table ronde gestion du symbole et pratique de la diversité à l'épreuve de l'entreprise. À mes côtés, donc il y a 5 intervenants, vous les avez vus, ils vont tous prendre le micro à tour de rôle pour se présenter, parler un peu de leurs entreprises ou en tout cas des structures qu'ils représentent aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué, c'est très féminin aujourd'hui. Ça fait plaisir, hein, surtout quand on parle d'inclusion, de diversité. Vous voyez ? Et Julien Nizri qui est avec nous également. Mais voilà, il va en parler en tout cas. Vous allez voir, il va très bien en parler. On va peut-être commencer avec vous, Maya. Je vous laisse prendre le micro et puis chacun va se présenter. Bonjour. Vous allez voir, il y a des profils très différents. Aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant. Il y a des chefs d'entreprise, des entreprises internationales. Et puis il y a aussi Maya, vous allez commencer, qui est là un petit peu. On va parler tout de suite de ce qui pique un petit peu, de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas en France en 2023. Parce que si ce sommet existe aujourd'hui, vous en doutez, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Je vous laisse commencer, Maya. Donc Maya Agès, je suis la déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité qui rassemble aujourd'hui 185 employeurs publics, privés, des associations d'ailleurs, employeurs, des cabines d'avocats, des grandes écoles, des universités. Et on produit de la connaissance sur l'ensemble des enjeux de prévention des discriminations, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Et je réponds tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Genre, on est dans le... Chacun va se présenter, puis après, les questions arrivent après. Donc bonjour à toutes et à tous, moi Charlotte Vandeput, je fais partie du comité exécutif de Deloitte, je suis en charge des talents, donc le recrutement, l'attractivité, la diversité et l'inclusion. Deloitte c'est 5500 collaborateurs en France et c'est les métiers de l'audit, du conseil financier, stratégie, technologie, organisation et beaucoup de métiers différents au sein de Deloitte, des sujets de recrutement et des besoins de talents régulièrement et donc un vrai enjeu de diversification de nos collaborateurs et nos équipe. Donc bonjour à tous, Sophie Mouilledine, je suis la DRH de Maison du Monde. Alors Maison du Monde, vous connaissez, c'est un des grands acteurs de référence de la maison inspirante, voilà, accessible et durable. C'est 8000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour accompagner nos clients dans leurs projets de décoration. Et c'est surtout une grande diversité en effet de profils. Nous avons 450 métiers au sein de l'entreprise. Notre siège est un siège en fait qui est vraiment implanté en fait à Nantes, donc aussi dans les territoires. Et puis nous avons plus de 350 magasins en Europe, dont 220 en France. Bonjour à tous, je suis Vanessa Holz, je suis la CEO de Bank of America en Europe. Donc on évolue dans le secteur de la finance et de la banque. Bank of America opère dans plus de 35 pays avec plus de 200 000 collaborateurs. Et on veut, le sujet de la diversité et de l'inclusion est une de nos préoccupations les plus importantes. Et je suis très contente et ravie d'être avec vous aujourd'hui, justement pour partager sur ce sujet. Merci beaucoup. Julien Nizri, je dirige AFNOR Certification, la filiale certification du groupe AFNOR. Alors nous, ce n'est pas 200 000 collaborateurs, c'est 1 millier de collaborateurs. On est une ETI. On est implanté en Seine-Saint-Denis avec beaucoup de partenariats locaux, beaucoup d'enjeux de diversité de recrutement. Mais un peu comme Maya, j'interviens aussi par rapport aux labels qu'on porte pour le compte de l'État, qui sont les labels égalité et le label diversité, parce que par rapport à la question de la table ronde qui était passée de la symbolique à la pratique, ces labels sont des moyens depuis 2004 pour le label égalité, 2008 pour le label diversité, de donner des modes opératoires, des benchmarks, des façons de travailler pour passer de l'incantatoire vraiment au concret en termes d'égalité et de diversité. Merci beaucoup, Julien. Alors, il y a un absent aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans les noms des participants, des intervenants à cette table ronde. Il s'agit de Franck Lambreitz. Il est le PDG de Securitas France. Vous connaissez peut-être son nom. Il n'a pas pu être là, mais les questions d'inclusion, de diversité, ça concerne directement sa société. On va écouter sa prise de parole qu'il a enregistrée un peu plus tôt. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord vous dire que j'aurais 1000 fois préféré être avec vous aujourd'hui pour célébrer l'inclusion économique. Et cela d'autant plus que la diversité socioculturelle est un sujet de haute importance pour nous. Chez Securitas, nous comptons dans nos effectifs plus de 10 000 agents de sécurité et nous savons combien les professionnels de ce métier sont encore victimes de nombreux stéréotypes.
Nous devons rester conscients de cette réalité et c'est pourquoi nous avons décidé de mesurer nos recrutements inclusifs à l'aide de Mosaïque. Entre janvier 2022 et août 2023, notre score QPV s'élève à 28%. Et afin de retenir nos collaborateurs, nous avons orienté nos actions sur la promotion interne de nos talents depuis plusieurs années. Nombreux sont les directeurs d'agence ayant commencé leur carrière chez Securitas en tant qu'agent de sécurité et qui ont ensuite évolué vers des postes de manager. Nous continuons au quotidien de poursuivre nos efforts en faveur de la mobilité interne pour valoriser cette diversité jusqu'au plus haut niveau de management. Nous priorisons 2 missions. Une mission d'éducation très forte à l'inclusion économique, éduquer nos équipes et nos équipes managériales prioritairement avec des e-learning sur les biais inconscients par exemple. Éduquer nos clients, vous êtes en tant que client beaucoup dans la salle à être nos clients soit directs, soit indirects, parce que vous êtes des clients de nos clients. Mais tous nos clients ne sont pas aussi sensibles à ce sujet que vous l'êtes. Si on revient sur ce stéréotype de l'agent de sécurité, le premier qui vient à l'esprit est que l'agent est un homme. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et nous devons avoir chez nos clients toutes les infrastructures pour accueillir nos collaboratrices agents de sécurité, des vestiaires dédiés par exemple, adaptés. Nous devons aussi éduquer la communauté en travaillant étroitement avec des associations ancrées dans le territoire. Notre deuxième mission, féminiser nos effectifs. Avec des comités de carrière dédiés, un nombre de CV féminins obligatoire pour chaque recrutement managérial, ce qui implique notamment de ne pas recruter à compétences égales, mais à potentiel égal. Puisque la femme étant peu présente dans la sécurité privée, elles n'ont pas été en capacité de développer des expertises propres à ce métier et la mise en place d'un mentoring spécifique. Le secteur de la sécurité publique a réussi cette transition et nous souhaitons faire de la nôtre une priorité. Ensemble, clients, fournisseurs, pouvoirs publics et partenaires, faisons de nos différences une force et agissons pour plus d'inclusion économique à tous les niveaux de l'entreprise. Bonne table ronde à toutes et à tous et à très bientôt. Voilà pour ce message qui a donc été enregistré par Frank Lambright, le PDG de Securitas France. Il y a eu beaucoup d'angles qui ont été abordés dans cette petite vidéo. Ça me permet de m'avancer gentiment vers vous. Il y a les représentantes, on peut dire, de 3 gros groupes, Maison du Monde, Deloitte et Bank of America. On entendait ce collègue, on peut le dire, parler de ces difficultés qu'on a aujourd'hui, de cet enjeu de la diversité et de l'inclusion. Première question, à quel moment vos entreprises ont pris conscience de cette urgence-là ? Alors, chez Deloitte, on a voulu mettre effectivement un accent très fort sur les politiques de diversité et d'inclusion depuis 2 ans. Et ça se traduit par des actions à la fois en termes de formation, de recrutement et d'accompagnement de l'ensemble de nos collaborateurs. Et je dirais que l'un des freins qui a été soulevé très rapidement lorsqu'on a voulu mettre l'accent notamment sur la diversité des recrutements, c'est de se dire mais oui mais Charlotte tu comprends, on doit recruter des bac plus 5, de très bons niveaux, si je commence à ouvrir les sources de recrutement, on va faire baisser la qualité des collaborateurs que l'on recrute à l'entrée, c'est pas compatible avec nos exigences de qualité de formation et de qualité de recrutement. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne puisque on a notamment travaillé en matière de recrutement sur la diversification des écoles. Historiquement, Deloitte recrutait essentiellement dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et on sait que dans ces écoles aujourd'hui, et malheureusement, il y a de moins en moins de diversité socio-culturelle. Donc si on veut continuer à recruter des profils divers, on doit aller chercher dans d'autres écoles, et notamment dans les universités. Et on a mis un accent très fort sur l'augmentation de la part de nos recrutements dans les universités, qui est passée de 15 à 25%, et on veut aller jusqu'à 1/3 d'ici 2 ans. Donc c'est une réorientation en fait très forte de nos viviers de recrutement. Et ça se passe très bien. Mais effectivement, ça nécessite d'engager aussi des actions de promotion de nos métiers dans les universités et faire connaître aussi les opportunités de carrière qui existent chez Deloitte à des jeunes diplômés, à des candidats expérimentés qui naturellement ne viendraient pas chez nous parce qu'ils se disent parfois à tort, j'y ai pas ma place. Et donc il y a un vrai
enjeu de créer des liens avec des jeunes diplômés, avec des candidats venant de tous horizons, parce qu'on veut vraiment jouer ce rôle d'ascenseur social et de recruter uniquement sur le mérite personnel, l'engagement, l'énergie, évidemment. Et ça fonctionne et ça, on en est très heureux. Merci beaucoup. Sophie, du côté de Maison du Monde, depuis combien d'années à peu près on a pris conscience de l'urgence de parler de la diversité et de l'inclusion ? Bon, c'est vrai que nous sommes dans le secteur du retail, du commerce, et comme le directeur général d'Auchan l'a dit tout à l'heure, c'est un peu dans l'ADN que finalement offrir des parcours professionnels qui permettent du sans diplôme au bac+5 d'avoir des carrières absolument fantastiques. Donc ça, c'est, je dirais, un parti pris de base qui est assez inhérent à notre métier. Néanmoins, c'est pas parce que c'est inhérent au métier qu'il ne faut rien faire. Qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'action prioritaire. Et c'est vrai qu'on avait pas mal d'atouts. Parce que nous recrutons dans les territoires, là où sont implantés nos magasins, donc au cœur parfois de quartiers en effet prioritaires de la ville. 2, parce qu'en fait nous avons 66% de femmes dans l'entreprise, et donc finalement on pouvait rester comme ça et se dire qu'on était plutôt très bien. Mais il y a 2 ans, on a fait un long travail qui a pris quasiment 1 an de définition de notre raison d'être, et on a, c'est vrai, dans l'ADN aussi de Maison du Monde, où nous offrons les styles du monde, l'ailleurs est une intarissable source d'inspiration pour nos collections. Et finalement, en fait, cet ailleurs, cette ouverture, eh ben, en fait, on ne s'appliquait pas beaucoup dans nos programmes de recrutement, de formation et de développement des talents. Et donc, au travers de cette raison d'être, on a défini une politique des ressources humaines autour de 3 piliers. D'abord, le handicap, sur lequel finalement on était assez peu vocaux, avec des actions assez peu concrètes. Et là, on a mené une politique en faveur des personnes en situation de handicap, d'abord de forte sensibilisation. Et je crois qu'on est dans la table ronde des symboles. Et en fait, symboliquement, en fait, juste on en a parlé. Et en fait, on s'est exprimé sur le sujet. On s'est appuyé sur Philippe Croison, on s'est appuyé sur des parrains, en l'occurrence en ce moment 2 parrains qui sont des athlètes paralympiques qui vont jouer pour une médaille aux prochains Jeux olympiques. Et en fait, le fait d'en parler, on a eu un mouvement de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui fait que ça a doublé en 2 ans. Et donc, on en est très fiers. Le deuxième pilier était autour de la jeunesse. Et finalement, on avait 25% de recrutement de jeunes au sein de Maison du Monde, mais sans, encore une fois, de réelles actions concrètes à destination des jeunes. Et là, on a identifier 4 priorités, 4 projets. Le premier, c'est de nous appuyer sur des partenaires qui sont des partenaires qui œuvrent au quotidien pour offrir une juste place pour tous, et notamment pour ces jeunes. On est un partenaire stratégique du programme Sirius, qui est un programme qui a été défini à peu près 18 mois par l'école de commerce Audencia. Je vous disais que nous étions basés à Nantes, 5e école de commerce de France. Et en fait, on en est partenaire, et ce programme, il vise à aller chercher dans les lycées professionnels les meilleurs méritants, les meilleurs talents, pour leur offrir en fait une place dans un bachelor d'Audencia et leur donner finalement la petite ligne de CV qui manque et qui fait que ça change tout, en fait, parfois, en termes d'ouverture de gestion de carrière. Le deuxième projet, ça a été de nous appuyer autour des entreprises pour la cité. Et là, on a, une vraie, avec le programme Innovavenir, une vraie participation pour faire un peu notre part. Parce que quand on parle de diversité et d'inclusion, la vraie point de difficulté, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop par où on commence. Et offrir sa juste place pour tous, ça implique que les entreprises fassent un pas vers les jeunes et puis que les jeunes fassent un pas vers les entreprises. Et quoi de mieux que d'aller à leur rencontre? Donc on fait des interventions grâce à l'équipe recrutement qui est là aujourd'hui, des interventions dans les lycées, dans les collèges situés dans les QPV, pour finalement montrer qu'il y a des possibles en termes de formation professionnelle, en termes de parcours professionnel, et ouvrir, entre guillemets, ces perspectives à ces jeunes. Le troisième sujet, c'est vraiment autour de l'alternance. On a plus de 250 alternants aujourd'hui chez Maison du Monde, et ces alternants, en fait, on a construit avec l'IGS 3 classes, 2 de licence et 1 de BTS, et ça nous permet vraiment de pouvoir injecter des profils formés, calibrés, qui sont nos managers de demain.
Et puis le troisième pilier, c'est autour des femmes. Là aussi, je vous disais, on est bien sûr 66% de femmes, mais on n'avait pas véritablement d'action concrète. Et on a créé notre premier club, je dirais, de leadership féminin, qui s'appelle Good for Women, et qui permet finalement de mettre sur la place, j'allais dire, publique de l'entreprise, des sujets dont on parle assez peu. Les violences faites aux femmes dans l'entreprise, en fait, ça ne s'arrête pas aux pieds et aux portes de nos immeubles. C'est les mêmes femmes en fait qui subissent ça, et en fait, on ne peut pas rester silencieux par rapport à ces sujets. L'endométriose, par exemple, mais aussi offrir des avancées concrètes sur le plan social pour nos équipes féminines. Merci beaucoup, Sophie. Vanessa, on vous laisse prendre le micro. Il y a l'équipe Maison du Monde aujourd'hui, on l'a bien compris. De votre côté, non. De votre côté, à quel moment justement votre entreprise a pris conscience de cette urgence-là? Alors, je pense que dans la culture anglo-saxonne, la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est fondamental, et c'est depuis assez longtemps, parce que ça fait plus de 30 ans que ça fait partie de la culture, mais ça fait à peu près 15 ans qu'on met en place des conseils, dans les conseils d'administration et dans des conseils de diversité et d'inclusion au niveau global et au niveau régional. C'est-à-dire qu'en Europe, on a notre conseil de diversité et d'inclusion. Et aussi, c'est des choses que l'on mesure. Donc, en fait, il faut s'adapter évidemment à la politique légale, mais on mesure la diversité. Donc, au sein, de façon globale, on mesure évidemment la diversité homme-femme, mais en dehors de la France, puisqu'en France, ce n'est pas une disposition légale, on mesure aussi la diversité en termes d'ethnicité, de race. On demande d'ailleurs à nos employés, sur évidemment la base du volontariat, s'ils veulent faire partie du réseau, notamment le réseau LGBT et d'autres réseaux. Donc à partir de ça, on essaye de mesurer et on essaye évidemment d'atteindre des objectifs. Par exemple, en termes de diversité homme-femme, on a des objectifs, on veut arriver à un certain point, et on se rend compte qu'au début, au recrutement, on arrive à atteindre des 50-50 sur la diversité homme-femme, mais quand on monte dans l'échelle et quand on monte dans la seniorité, c'est plus difficile. C'est ce pourquoi on veut vraiment mettre en place des maîtrises, non seulement au conseil d'administration, mais aussi au niveau du management et surtout dans les classes un peu moins seniors. Et ça, c'est absolument fondamental de pouvoir mesurer. Alors, je sais qu'en France, on ne mesure pas, évidemment, on ne pose pas des questions. C'est encore tabou. C'est encore tabou, on ne demande pas et légalement on ne le fait pas. Donc il y a d'autres moyens justement d'aider à la diversité et à l'inclusion. On a mis en place, et c'est d'ailleurs nos employés qui l'ont mis en place, des réseaux d'employés qui décident eux-mêmes de promouvoir par exemple le fait d'être multiculturel, LGBT, vous parliez de handicap aussi, on a des réseaux qui mettent ça en place et qui essayent justement de raconter leurs histoires, d'aider à l'emploi, d'aider à la formation. Et sur ce sujet du biais inconscient, je pense que c'est absolument fondamental. Nous sommes tous biaisés. Et moi, parmi aussi tous nos employés, on a ces formations de unconscious bias, donc de biais, et on se rend compte en fait que fondamentalement, de façon inconsciente, on va vers quelqu'un qui nous ressemble. Et c'est ça qui crée justement la disparité. Et plus on est divers au sein des entreprises, et plus, parce qu'on a l'intention d'essayer d'avoir des gens qui nous ressemblent, plus on aide à réduire ces disparités. Donc ça, c'est fondamental. Donc, dans la culture anglo-saxonne, c'est très, très important. Et on a des mesures qualitatives et quantitatives pour s'assurer qu'il y ait une diversité au sein de l'entreprise. 3 entreprises, donc Bank of America, Maison du Monde et Deloitte. Vous n'avez pas pris au même moment, on peut le dire, hein. Certains depuis 2 ans, d'autres depuis 30 ans. C'est le modèle anglo-saxon, on a toujours à s'inspirer d'eux. Et pourtant, si nous sommes réunis aujourd'hui en 2023, c'est que ça ne fonctionne toujours pas. Il faut être honnête. Alors Maya, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui en France? Pourquoi ça coince encore sur ces questions-là? Alors, la première, on peut faire une journée entière juste pourquoi ça coince, donc, mais on n'a pas le temps. Donc, je vais essayer de répondre déjà sur une remarque. Avec vos interventions, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a une polysémie du mot origine. Parce que vous avez parlé du lieu de résidence, vous avez parlé d'origine sociale, vous avez parlé d'ethnicité. Il y a aussi le patronyme, la race. Et donc ça
pose problème, ou en tout cas ça rend difficile la mise en place de dispositifs dédiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on ne nomme pas correctement les choses, on ne peut pas trouver de solution, c'est ça? Alors c'est plus complexe que ça. Ce que je dirais plutôt qu'il y a une politique gouvernementale, des politiques publiques qui proposent, qui incitent, qui poussent à travailler notamment majoritairement sur le lieu de résidence. Et donc il y a des incitations sur les quartiers politiques de la ville. Il y a très peu d'incitations sur des questions d'origine ethnique. Il y a eu Elisabeth Moreno qui avait proposé un index, mais finalement, ce n'est pas une politique publique en tant que telle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose sur laquelle je réagis, c'est justement l'idée reçue autour de laquelle on ne pourrait pas mesurer. Donc ce n'est pas vrai, on peut mesurer de plein de manières, mais ça dépend de l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut mesurer et pourquoi on veut le mesurer? Et donc, si je prends votre exemple sur l'origine, on peut mesurer, on peut demander aux salariés de s'autodéclarer et ensuite proposer un panorama, une photographie de son collectif de travail. On peut aussi tout simplement faire des analyses patronymiques. Alors, il y a plein... on ne prend pas juste un fichier Excel et on le fait. Hein. Il y a pas mal de méthodes pour que ce soit rigoureux. On a plein de possibilités. On peut aussi tout simplement faire des baromètres anonymes où à la fin on demande aux gens de se placer et de dire est-ce que vous appartenez à une de ces catégories et ensuite faire des recoupements, des croisements pour se rendre compte que, par exemple, il y a des écarts discriminatoires ou des sentiments de discrimination plus forts pour certaines populations. Il y a plein de possibilités. Et la troisième chose, et après il y a plein d'autres questions qui vont arriver, troisième remarque qui me semble intéressante à ce moment-là, c'est que je voudrais dire, donc moi ça fait 12 ans que je travaille à la FMD, et donc sur ces questions-là, pas que sur la question de l'origine, sur l'ensemble des critères de discrimination. Et ce que je remarque, c'est une accélération quand même depuis 2020 de l'intérêt pour le sujet. Et on voit, depuis Black Lives Matter, que des entreprises s'emparent du sujet, pas forcément en sachant quoi faire, donc je rejoins ce que vous dites, mais je me rends compte, là on a fait un sondage au sein de l'association pour demander aux membres de la FMD qu'est-ce que vous faites, notamment sur la lutte contre le racisme, et sur les 46 répondants, il y en avait 35 qui mettaient en place des actions concrètes. C'est 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc, ce n'est pas 1000 entreprises, ce sont en plus des entreprises engagées, mais je pense que ça montre, c'est un signal faible, ça montre une tendance. Donc, tout n'est pas gagné, comme vous l'avez dit. Néanmoins, on va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Maya, je me tourne vers vous. Julien, les femmes ont parlé. On va vous laisser discuter avec nous maintenant. On a parlé justement de ces entreprises qui s'engagent, qui veulent avancer. Vous les accompagnez justement au sein d'AFNOR. Comment et pourquoi aussi, vous nous parliez tout à l'heure de ce label, pourquoi le premier label est essentiel? Alors, en termes de conduite d'entreprise, je dirais un peu, tout comme mes camarades de table ronde, nous mettons en place énormément de mesures aussi en lien avec la Seine-Saint-Denis, autour du handicap, autour de l'intégration, en lien avec les quartiers. On est membre de nos quartiers ont du talent, on a des accompagnements de la formation, ça a été dit, c'est essentiel. Après, c'est vrai que dans le cadre des politiques publiques d'égalité et diversité, l'État avait souhaité mettre en place des labels, égalité et diversité, qui donnent finalement une ligne de conduite et qui rejoignent ce qui a été dit pour donner un cadre. Et finalement, c'est vrai que peut-être pour une grande entreprise, c'est peut-être plus facile d'aborder ces sujets que pour une ETI. Et là, on donne un cadre, c'est-à-dire, ça a été dit d'abord, un benchmark, savoir où on en est, un état des lieux, partager avec les organisations syndicales, partager avec les salariés, avec les managers, un engagement très fort de la direction. Ensuite, une fois qu'on a fait l'état des lieux concerté, c'est un plan d'action. Donc nous, on ne recommande pas un plan d'action spécifique, il y a énormément d'outils, énormément d'associations, énormément de guides, mais on repère ce qui a été fait. Je peux citer par exemple toutes les initiatives de mentorat, que ce soit la BNP ou ANJ, Culture Hall, un dispositif international au sein de la BNP, des initiatives où on vise à croiser finalement aussi l'interne d'une structure avec la politique publique qui est conduite, par exemple au musée d'Orsay, c'est-à-dire la culture pour tous, aller au-devant des jeunes des quartiers pour les amener vraiment à pouvoir bénéficier aussi de toute cette offre culturelle, pas seulement donc en interne, mais aussi en étant tourné vers l'externe, et mettre en place aussi
ça c'est un des troisièmes axes, systématiquement, c'est bien d'avoir mis un plan d'action, c'est bien d'avoir fait l'état des lieux, mais il faut aussi faire remonter les alertes et les traiter. Et donc systématiquement, l'engagement de mettre en place une ligne d'écoute, une ligne de signalement, que ce soit tolérance zéro au ministère des Affaires étrangères, que ce soit Allo Discrime, Discrime Alerte et ainsi de suite. Et un autre axe, et j'en resterai là, c'est bien sûr ça nécessite de revoir ces processus RH, bien sûr ça nécessite des partenariats, notamment avec Mosaïque RH, notamment avec l'ensemble des acteurs, mais il y a aussi un enjeu de communication. Communication en interne pour que l'ensemble des collaborateurs soient au courant, communication vis-à-vis de l'ensemble des partenaires pour les recrutements, et aussi communication à l'externe pour valoriser ce qui est fait, parce que on parle du symbole, c'est parfois assez ingrat, on est dans une salle très, je dirais, acquise à la cause, mais c'est vrai que dans une entreprise, être celui qui se combat pour la diversité, pour l'égalité, c'est pas toujours évident. Ça demande un investissement fort, ça demande des financements. Et c'est vrai que c'est important aussi de le valoriser par la suite pour donner un peu d'écho à tout ça et permettre une amélioration continue. Et ensuite de se projeter vers l'avenir, se projeter sur des nouveaux sujets, l'IA dans les recrutements, la question des deuxièmes parties de carrière, la question vraiment de l'évolution à long terme. Merci beaucoup, Julien Nizri, pour AFNOR. Alors, on l'a bien compris, la diversité en 2023, c'est encore un enjeu, ce n'est pas encore une norme, il y a encore beaucoup à faire. On a entendu le ministre nous parler il y a quelques minutes, justement, des banlieues, des quartiers populaires dont on ne parle pas peut-être assez. Il parlait de ces job dating, du fait d'aller justement au contact de ces jeunes qui ne pensent peut-être pas avoir leur place dans les grands groupes, pas forcément dans les premiers emplois, mais aussi dans les emplois très qualifiés. Est-ce que ça vous parle, ça, lorsque le ministre dit des job dating dans les quartiers populaires? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, Deloitte aller chercher son futur PDG dans une des banlieues françaises? Alors oui, ça résonne complètement par rapport à ce qu'on fait. Je complète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, il y a une autre voie, et je pense que ça a été dit, extrêmement importante pour donner leur chance à tous les jeunes et à tous les candidats. C'est la voie de l'apprentissage. Et on a, nous, décidé très récemment, donc là, je partage une annonce, de faire progresser de façon très importante le nombre d'apprentis chez Deloitte. On va passer de 80 à 250 l'année prochaine dans tous nos métiers, audit, conseil, juridique et fiscal. C'est un accent très fort qui est donné là encore, et l'enjeu, il est de permettre de former des jeunes, financer leur formation et ensuite bien évidemment transformer ces apprentis en futurs salariés, puisque le taux de transformation que l'on vit, c'est plus de 70% de nos apprentis en CDI. Donc c'est une vraie voie importante de recrutement. Et clairement, ça permet de toucher des jeunes qui ont un besoin d'accompagnement, d'être aidés dans le cadre du financement de leurs études. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est de l'interne. Ça, c'est ce qu'on va faire sur le recrutement en interne. Et au-delà de ça, je pense que ce qui est important de dire, c'est que pour être une entreprise diverse, il faut être une entreprise responsable. On est dans un écosystème, on a un rôle à jouer, encore une fois, au-delà de nos enjeux propres de recrutement, etc. Et donc, nous, on s'est engagés, et là, ce n'est pas depuis 2 ans, c'est depuis 10 ans, avec la Fondation Deloitte et un programme qu'on a mis en place qui s'appelle Deloitte pour tous. On offre en fait des jours à nos collaborateurs pour intervenir dans des associations sur le terrain, et notamment sur les thèmes de la diversité et de l'égalité des chances. Donc, on a des collaborateurs qui, toute l'année, coachent, accompagnent, mentorent des jeunes dans les quartiers. L'année dernière, il y avait 300 jeunes qui ont été mentorés par des collaborateurs de Deloitte. Et on prend très tôt, on prend des collégiens, des collégiennes, parce que c'est finalement très tôt qu'il faut donner l'envie, l'ambition, ouvrir sur toutes les possibilités qu'ont les jeunes dans le monde professionnel, et on les aide en fait, ces jeunes collégiens et collégiennes, à construire un projet professionnel, et on leur dit qu'est-ce qu'on fait chez Deloitte, c'est quoi dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous pourriez apprendre, etc. Et je pense que c'est très important, parce que finalement, quand on arrive uniquement à la sortie des grandes écoles et des formations, on a déjà perdu trop de jeunes en route. Et on se doit, en tant qu'entreprise responsable, encore une fois, de donner leur chance à tout le monde très tôt. Il faut commencer, encore une fois, dès l'école primaire, dès le collège. Et c'est vraiment ce qu'on est engagé. Et encore, au-delà de ça, je dirais que pour être efficace sur l'aspect de la diversité, il faut travailler sur des sujets qui sont des sujets profonds, qui sont des sujets de culture d'entreprise, de formation. Et c'est pour ça que nous, on forme tous nos directeurs et tous nos associés aux enjeux de discrimination
Et on les forme à travers notamment la fresque de la diversité. C'est des ateliers très intéressants. Donc on a eu 500 managers l'année dernière formés. On va continuer à les former parce qu'encore une fois, c'est des enjeux de temps long et ça nécessite de la sensibilisation très régulièrement. Et tous les ans, on va faire bénéficier à nos collaborateurs de ces formations. C'est indispensable parce qu'au-delà des mesures que nous, on peut prendre en tant que RH, c'est, vous l'avez dit, l'ensemble de la communauté managériale dans une entreprise qui doit prendre à bras-le-corps ce sujet de diversité. Merci beaucoup Charlotte. Vanessa, je me tourne vers vous. Du côté de Bank of America, est-ce qu'on a pris aussi conscience que finalement il ne faut pas former seulement en interne, sensibiliser des gens qui ont finalement déjà leur diplôme en poche et peut-être leur carrière déjà dessinée? Est-ce qu'il faut commencer le mentorat dès l'école primaire, dès le collège, aller voir ces jeunes filles aussi, il faut préciser, ces jeunes filles, et leur dire que peut-être demain elles seront à la tête d'une grande entreprise, même si elles viennent de Seine-Saint-Denis par exemple? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte, et c'est ce que je disais au début, que ça part de très très jeunes, c'est-à-dire qu'on a mis en place aussi d'aller voir les jeunes étudiantes de 12 à 18 ans, donc ça commence très très jeune, pour démystifier certains rôles qu'elles pensent ou qu'ils pensent, de quel que soit le milieu, inaccessibles. Donc démystifier par exemple, étant dans le monde de la banque, démystifier les rôles dans le secteur financier, dans le secteur de la banque, qui semblent être inaccessibles. Et ça, il faut le faire extrêmement tôt, parce qu'après 18 ans ou après 25 ans, on a déjà des idées faites, on a déjà des idées préconçues, c'est extrêmement difficile de revenir. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des programmes dès le collège pour leur montrer quel est le métier de la banque et leur montrer que c'est parfaitement accessible. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on parle de ce qu'il faut faire pour la diversité et l'inclusion. Mais l'autre sens de ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on le fait aussi? On le fait parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise qui est diverse, qui est inclusive, a beaucoup plus de chances en termes économiques d'avoir un succès et d'avoir de la croissance. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un aspect où il faut le faire parce que c'est ce qu'on doit faire, mais il y a un aspect aussi économique et de performance. Une entreprise diversifiée, inclusive, fait qu'elle retient ses talents. Il y avait une étude de Workday qui disait que 84% des candidats à l'embauche sont extrêmement intéressés par la diversité et l'inclusion, et c'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir aller ou qu'ils ont envie d'aller dans une entreprise par rapport à une autre. Et quand on regarde sur les 18-24 ans, c'est 100%. C'est-à-dire que c'est fondamental. Parmi les jeunes candidats, la diversité et l'inclusion, ça fait partie de leur ADN. C'est à nous, plus vieux et dans des étapes à peu près supérieures de notre carrière, à communiquer et à faire passer ce message. Donc toutes ces questions de diversité sont très importantes et oui, ça commence extrêmement tôt. C'est à nous de faire le travail, c'est à nous d'aller prôner la bonne parole et je pense que les sauts se font. Et oui, ça a beaucoup évolué quand même, je pense, parce que d'abord on est là aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a quelques 10 ans, on n'en parlait absolument pas et c'est absolument fondamental et c'est absolument fondamental parce que c'est une richesse économique. On va manquer de temps, alors on va très rapidement refaire un petit tour de table. Sophie, est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors on l'a bien compris, dans votre domaine à vous c'est particulier, vous recrutez chez les plus jeunes, vous avez la possibilité d'aller les chercher directement avec CV en main plus jeunes, mais est-ce que vous avez conscience que là aussi il y a encore un travail à faire en France, il y a encore un chemin à parcourir? Alors, oui, je me suis exprimée tout à l'heure sur les différentes actions. On en partage beaucoup avec ce qui est fait chez Deloitte. Mais juste, je pense que le rôle en fait de l'entreprise, il est d'autant plus important qu'à l'extérieur de l'entreprise, c'est quand même très violent. C'est-à-dire que les messages qui sont reçus par des jeunes d'ailleurs ou des moins jeunes issus de la diversité, et notamment de ces quartiers dont vous parlez, en fait c'est très violent. C'est-à-dire que vous ouvrez votre télévision, les messages sont heurtants. Vous regardez les réseaux sociaux, les images sont violentes. Vous avez, vous écoutez les médias, vous lisez les journaux. Donc en fait, l'entreprise elle a d'autant plus en fait un rôle à jouer. Et là, c'est vrai qu'on lui tape souvent dessus à l'entreprise, mais on peut quand même se dire qu'on est un des rares lieux
encore, qui préserve la non-discrimination, qui préserve le respect de l'autre, qui préserve l'ouverture, qui préserve le fait qu'en effet chacun a sa chance. Et je crois que c'est important. Nous, vu le contexte économique actuel, évidemment que venir au sommet de l'inclusion économique, c'est un coût, faut investir un petit peu. Évidemment qu'on s'est posé la question si on allait reproduire pour la 13e année consécutive notre présence au sommet. Et en fait, pour nous, c'est important d'être là. Voilà. Juste pour symboliquement, je crois que c'est le thème de cette table ronde, de dire qu'on est présent, qu'on lâche pas et que c'est des sujets en effet qu'on va continuer à faire vivre au quotidien auprès de nos collaborateurs, auprès de nos managers. Vous avez raison, c'est eux en fait qui font la politique sociale, RH de l'entreprise, d'autant plus dans des environnements multisites où on est partout, donc en fait on ne peut pas trop contrôler exactement ce que chacun dit au moment où il le dit, mais d'autant plus en fait c'est important d'être présent dans le contexte actuel. Merci Sophie. Vos propos font réagir. Maya, je vous vois bouger comme ça de la tête. Dites-moi, il nous reste quelques minutes, mais je ne vais pas vous laisser repartir avec de la frustration. Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est donc apporter une information que je trouve intéressante, notamment sur la question de l'alternance. Donc l'alternance est un outil vraiment efficace et une enquête CEREC 2023, qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, a montré que l'alternance réduisait les inégalités, notamment les inégalités sociales. Donc je vous invite à continuer à en faire. Prenez donc des alternances si vous êtes à la tête d'une entreprise. Première info. La deuxième info, c'était... alors, je suis évidemment d'accord et je pousse tout ce que vous dites, c'est super. Je voudrais juste relativiser un tout petit peu la différence entre les discours, la volonté, la mise en place d'actions et les comportements qui peuvent avoir lieu. Et donc, on peut tout à fait pousser l'égalité des chances, intervenir auprès des jeunes, former ces recruteurs, former ces managers. Néanmoins, il peut y avoir des comportements discriminatoires au sein de l'organisation. On a mené une enquête. Enfin, je ne vais pas le dire comme ça, pardon, je vais le dire autrement. Une étude. Oui, même on a analysé 15 ans de testing et de diagnostic RH sur le recrutement et la carrière. Et sur des entreprises en plus extrêmement engagés, et on voit toujours de la discrimination, donc des écarts discriminatoires dans le recrutement, notamment sur les questions d'origine, pas que, sur l'âge également, notamment dans le recrutement et dans la gestion de carrière. Donc en fait, moi je dirais plutôt, je pense que là, il y a plein d'outils qui existent vraiment. Je vous le dis, rien qu'à la FMD, on a 80 outils, le label diversité et maintenant l'audit, enfin que vous avez mis en place avant de passer le label. Voilà, il y a plein d'outils. Je pense qu'il faut travailler. Le pré-diagnostic. Voilà, le pré-diagnostic. Merci beaucoup. Maintenant, il faut réfléchir à l'efficacité de ces outils et donc ne pas créer des nouveaux outils, ne pas créer des nouvelles lois, mais mettre en place ceux qui existent, s'assurer que ce qui existe a un impact, a un effet et donc transforme les process et les comportements. On va terminer cette table ronde avec vous, Julien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Maya dans un premier temps? Et alors, il est toujours d'accord avec ce que dit Julien. Je n'oserais pas contredire. Non, de toute façon, effectivement, pré-diagnostic, travailler ensemble, club délabellisé, beaucoup d'initiatives. Donc, je dirais, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Enfin, l'idée, c'est vraiment de s'impliquer. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, madame, pour Maisons du Monde, sur le rôle aussi de l'entreprise dans la société et sur l'impact. On parle beaucoup de faire venir les jeunes dans l'entreprise, mais aussi quel rapport on peut avoir avec la société. On est dans un territoire aujourd'hui fragmenté de plus en plus. Il y a ce livre sur l'archipélisation de la France avec un corps social fragmenté, des îlots CSP+, une homogénéisation finalement qui se retrouve dans les écoles, qui se retrouve ensuite dans les entreprises. Et il y a quelque chose ce matin qui a été dit qui m'avait, en bien pensant que je suis, un peu choqué, qui était les humiliations qui préparent la violence. Alors, en réfléchissant bien, il a bien dit qu'elle prépare, pas qu'elle justifie, mais j'ai bien entendu ce côté guerre des discriminations. Et moi, je voulais guerre des discriminés, pardon. Et moi, je voulais juste insister sur un point, c'est cette notion de bienveillance et d'impact de l'entreprise dans la société. J'ai la chance, le plaisir, le bonheur d'être le papa de 3 garçons qui sont nés en Afrique et donc qui sont, comme dit Muriel Robin, noirs. Et je suis frappé au quotidien de voir la différence de comportement et de toucher du doigt, ce qui ne me serait pas donné sinon, la différence de comportement, mais hallucinante et saisissante, des acteurs extérieurs vis-à-vis de mes enfants, qui sont ados, et remuants, à la base, et quand ils voient que je suis leur père, en plus, en costard, machin. Et c'est vraiment le passage du tu au vous,
le passage d'une interrogation un peu de défi, enfin, je caricature, mais réellement au quotidien, j'en suis frappé. Et je me dis que si on peut passer d'une culture qui a été évoquée ce matin de défiance vers une culture de bienveillance, que l'entreprise puisse jouer ce rôle dans la société, par cette participation au réseau, par ces communications, par une plus grande information, je pense que c'est aussi une autre partie du versant de la symbolique. Merci beaucoup Julien Nizri pour AFNOR certification. C'est la fin de cette table ronde. Déjà, merci également à vous, Vanessa, Bank of America, Sophie pour Maison du Monde, Maya, on l'a bien compris, pour mettre les pendules à l'heure lorsqu'il faut. Merci également à vous qui représentez Charlotte aujourd'hui de Deloitte. Bonjour et donc bienvenue à vous deux. J'imagine que vous avez pu suivre un peu notre table ronde très intéressante. Vous avez vu, on a pu parler un peu de tout ce qui ne fonctionne pas encore aujourd'hui en France. Et on va commencer d'abord avec vous, Cyril Vu. Vous êtes le président de Seabird. On vous laisse prendre la parole aujourd'hui. Bonjour. Alors je laisse peut-être un peu les gens le temps. Oui, on va juste demander aux personnes qui ont terminé, qui ne pourront pas participer à cette table ronde, de sortir dans le silence si c'est possible. Je voudrais pas ajouter au tumulte. Non, vous avez raison. Je vais attendre un petit peu. Je crois qu'on vous a entendu, ça y est, c'est beau. Bonjour, donc je suis Cyril Vu, je dirige une société de conseil qui s'appelle Seabird, une société de conseil dans le secteur financier. Et nous accompagnons les entreprises à se transformer. Donc c'est des sociétés d'assurance, des banques, des gestionnaires d'actifs. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes détenus par une fondation actionnaire qui possède plus de 20% du capital. Et nous avons également mis en place un système d'actionnariat salarié dans une société non cotée, c'est assez rare, notamment quand il s'agit d'un FCPE, un fonds commun de placement pour l'entreprise. Donc voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais très rapidement, voilà, je dirige et le cabinet de conseil et préside la fondation actionnaire Seabird Impact. À vos côtés, il y a donc Arnaud Lemaître. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire général de Faya Group. Expliquez-nous un peu quelles sont vos actions. La fondation actionnaire, c'est un thème et un sujet qui est très important pour le groupe Faya. Le groupe Faya a créé une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation actionnaire qui détient des titres du groupe et qui bénéficie de ces titres pour pouvoir assumer les différentes missions qui lui incombent. Donc c'est un engagement très fort de la part de nos actionnaires et c'est un élément extrêmement important, il me semble, dans le thème d'aujourd'hui, sur la capacité de pouvoir matérialiser une charnière entre le monde de l'entreprise et l'intérêt général. Les questions aujourd'hui que l'on traite, puisqu'il nous reste encore quelques petites minutes, on va pouvoir en parler notamment avec vous, Cyril Vu, et vous, Arnaud. Est-ce que justement, dans vos entreprises, dans vos structures à vous, ces questions de diversité et d'inclusion, elles font désormais, vous pouvez le dire ou pas, partie de l'ADN? Alors pas assez, je pense. Pas assez. Même si en fait par construction. Très honnête de votre part. Oui. Alors par construction, Seabird est déjà une entreprise assez inclusive parce qu'il y a vraiment beaucoup de nationalités représentées et probablement, sans qu'on ait naturellement fait le compte, c'est je crois interdit par la loi, mais probablement une représentation de personnes d'origine étrangère de l'ordre de 30 à 40%. Donc, et je pense que probablement 80% des collaborateurs chez Seabird ont un grand-père ou une grand-mère qui ne vivait pas en France métropolitaine ou dans les dom-toms. Donc l'inclusion c'est important et c'est d'ailleurs un des axes de développement de la Fondation Actionnaire, puisque au travers d'un partenariat avec Mosaïque RH, nous mettons en place et nous accompagnons chaque année 20 étudiants en Master 2 qui viennent soit des quartiers prioritaires de la ville, soit d'origine de manière générale sociale ou ethnique souvent discriminée. Et on les accompagne par du mécénat de compétences justement pour trouver un job dans le secteur financier, qui est un secteur entre guillemets parfois un peu WASP, même s'il s'est beaucoup ouvert ces dernières années. Et de votre côté, Arnaud Lemaître, est-ce qu'il y a aussi un peu de clairvoyance comme du côté de Seabird? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup à faire également de votre côté pour avancer sur ces questions de diversité et d'inclusion? Oui, il y a beaucoup d'actions qui sont à mener et il me semble que l'important est de pouvoir rendre efficaces les actions de l'entreprise et les mettre en cohérence et en relation avec les différentes missions et les différents programmes que met en place le pouvoir public. Et cette keynote, elle est importante, la Fondation Actionnaire, parce que, comme c'est très bien expliqué, c'est un financement du privé
et de la fonction même de l'entreprise qui est de gagner de l'argent et de faire du profit. C'est un outil formidable de redistribution de ce profit vers les missions d'intérêt général. Elles peuvent être pilotées par l'entreprise à travers cette fondation actionnaire. Il y a une pérennité dans le temps puisque une fondation actionnaire, par définition, elle est actionnaire et donc elle bénéficie des dividendes, du profit réalisé par l'entreprise pour pouvoir mener à bien et financer ses missions. Elle s'inscrit dans le temps, dans la pérennité. Et ça, c'est important de donner de la visibilité pour pouvoir rendre efficaces les différentes missions liées à l'inclusion et d'autres thèmes d'ailleurs. Elle est également importante puisqu'elle associe toute l'entreprise dans ses missions, un schéma de gouvernance de conseil d'administration auquel s'associe évidemment l'entreprise et des personnes qualifiées qui sont experts dans les différents sujets qui sont menés par la fondation actionnaire. Et ça permet d'emmener l'entreprise et les différents collaborateurs de l'entreprise dans les axes et dans la mission d'intérêt général que porte la fondation actionnaire. Merci beaucoup, merci Cyril Vu, merci à vous Arnaud Lemaitre, merci à vous d'avoir suivi cette table ronde et puis ces deux interventions de ces messieurs. C'est la fin pour moi, mais je passe le micro et le relais à Edwige Chevrillon pour la table ronde suivante, égalité hommes-femmes tremplin pour la diversité socio-culturelle. Bonne journée à tous. Merci. Merci.